C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce vendredi 13 décembre 2024 en direct des antennes de CML 13 Télévision. Alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine CML chez vous sur CML 13 Télévision qui portera sur deux thématiques. D'abord, le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, lors de ce discours, le président a martelé une fois de plus son vouloir réformer la constitution de la République démocratique du Congo, car celle que nous avons pose beaucoup de ralentis au bon fonctionnement des institutions de la République. Aussi, toujours dans le cadre de ces discours, le président a promis de mettre en place, on va dire, la réhabilitation de 38 000 kilomètres de routes de desserte agricole et la construction de 11 423 kilomètres de routes prioritaires supplémentaires en un an. Ça veut dire l'an 2025 sera entre autres marqué par ces réalisations et également la venue de 6 bateaux de pêche justement pour prêter main forte à l'agriculture, l'élevage ainsi qu'à la pêche. Alors, est-ce que le discours du chef de l'État, de façon grosso modo, a-t-il convaincu la population congolaise? Ce discours a rencontré les préoccupations de la population. Est-ce que le discours du chef de l'État rassure finalement un an à la tête de la République? Et justement, là, je parle du second mandat aussi. Vous le savez, nous allons aborder pour notre deuxième thématique. Il sera question de la rencontre à Luanda ce dimanche 15 décembre 2024 entre le président Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que le président rwandais Paul Kagame en vue de finaliser le processus de Luanda. Est-ce finalement une bonne décision de la part du président congolais pour que la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo soit de retour? Alors, vous l'avez compris, c'est ces deux thématiques qui feront objet de différentes analyses aujourd'hui. Et pour ce faire, messieurs et dames, c'est avec un plaisir que nous recevons pour vous Monsieur Trésor Kalala. Il est porte-parole de AADC, un parti, je dirais, proche de l'Union Sacrée. Monsieur Trésor est avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les spectateurs. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur le plateau de CML 13. Et déjà, j'aimerais vous féliciter pour votre retour sur TNT parce que depuis un temps, nous venons ici et ça ne passe que sur YouTube. Donc, coup de chapeau aux dirigeants de la chaîne. Je pense que nous passerons des bons moments ici et les téléspectateurs ne seront pas déçus. Mais laissez-moi donner aussi un coup de chapeau à un mandataire. Vous savez, nous avons l'habitude de dénoncer ceux qui ne font pas bien leur travail, mais quand il y a des gens qui font bien les choses et qui font la fierté du régime que nous soutenons, il faudrait aussi relever cela. De qui s'agit-il ici, j'aimerais donner un coup de chapeau au DG de la DGI, M. Barnabé Mwakadi, qui s'est caractérisé par les dépassements de ses assignations. Il contribue énormément au budget national, près de 30%. Les gens disent que les budgets ont augmenté. Aujourd'hui, nous sommes à 18 milliards presque. Mais près de 30% de ces budgets-là, c'est tiré de la DGI. Donc, des gens comme 30%. ça... Près de 30% de notre budget est tiré de la DGI. Donc, des gens comme ça... Il est le premier de tous les régies financières. Donc, il faut les encourager, les féliciter, les pousser à faire encore mieux. Parce que j'estime que ce sont les gens en qui on doit encore faire confiance et qui servent le pays comme il se doit. Donc, coup de chapeau à lui, il mérite sa place et être toujours proche du chef de l'État afin de marcher dans sa vision, dans l'accomplissement de son bilan. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala. AADC veut dire quoi? AADC veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo. C'est un parti qui a été créé en 2022, le 22 février 2022. Par l'honorable Adel Kabenamwaouka, qui est aujourd'hui la maire élue de la ville de Mbujimaï lors des élections législatives au niveau national. En gros, le parti vise le développement du Congo. Effectivement, nous sommes en train de prôner toutes les actions de développement. Alors, estimez-vous que le Congo est en train de connaître son essor? Ça veut dire que le pays est en train de se développer. Vous savez, les développements, les changements, c'est sur la durée. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Nous sommes dans un pays continent.
la République démocratique du Congo, c'est 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Donc, un pays comme ça, il lui faut du temps pour atteindre, je dirais, son apogée. J'estime que nous sommes en train d'avancer effectivement. S'il faut parler du temps actuel, donc de 2019 à 2024, le pays est en train d'avancer, même si on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a des grands pas qui ont été franchis. Des grands pas franchis. Dans quel domaine le pays a enregistré des avancées significatives, M. Trésor, jusque-là? Bon, je vais commencer d'entrée des jeux. La première action que le président a menée dès qu'il a pris ses fonctions, c'est d'abord l'enseignement gratuit au niveau de l'école primaire. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Non, les mauvaises conditions, ceci, c'est là, mais la qualité et consort, mais au moins, le pas qui a été franchi, c'est que cet enfant-là qui restait à la maison, sans rien faire, il ne connaît pas comment on écrit, comment on lit, ok? Mais aujourd'hui, il peut aller à l'école, même sans uniforme, même debout, même mal assis, au moins il sait voir comment on écrit. Papa va au travail, maman va au marché, au moins il peut parler, il peut écrire, il peut lire. Donc c'est un avancé qu'il faut souligner. On peut aller dans les domaines de l'agriculture. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui dépend de l'économie extérieure. Tout ce que nous consommons en majorité, c'est l'extérieur qui nous donne. On ne produit pas à l'interne. 80%. Alors, quand le président de la République prend le pouvoir, vous avez vu qu'il a mis debout les services nationaux. Il l'a même souligné dans son discours. Aujourd'hui, dans tous les camps militaires, c'est plus un débat. La farine se vend à 18 000 francs, largement moins de 10 $. Tous les camps militaires et de policiers, c'est pas un débat. Et vous c'est pas un débat, mais il s'est plaint du fait qu'il y a tout le temps pénurie. Pénurie de ces maïs dans des camps. Non, mais écoutez, est-ce qu'on vend ces maïs à 18 000 francs, oui ou non? Oui. Il peut avoir de mais petits... le prix peut rester là, quand il n'y a pas le produit, on non, achète. Mais c'est ce que je dis. On peut avoir des petites erreurs techniques, des petits retards liés à la technique. Ça arrive même parfois à la paye. Au lieu de payer le 26, on paye le 28 ou le 29, voire même les 30. Vous comprenez? Donc, mais quand c'est récurrent, ça veut dire que les solutions ne sont pas prises. Non, c'est pas récurrent. Pour que les solutions soient trouvées. Non, c'est pas récurrent. Ce sont des cas rares. C'est pas récurrent. Il peut se faire qu'au lieu que la farine arrive, par exemple, la fin du mois, le 1er, plutôt le 30 du mois passé, mais ça peut arriver peut-être le 5, le 6, voire le 10. C'est normal, c'est lié parfois à des conditions techniques, climatiques, voilà, dans le problème de logistique. Mais au moins, la farine de Kanyamaka se vend dans tous les camps militaires, tous les camps de policiers, gratuitement. Plutôt 18 000 francs, presque à rien. Les domaines énergétiques, nous avions en 2019 la desserte en électricité 15%. Mais aujourd'hui, nous avions suffisamment évolué. Nous sommes dans une trentaine de pourcentages. Évolué alors que la RDC exporte du courant. Autrefois, nous pensions que c'est nous qui donnions le courant aux pays voisins, mais le ministre nous a fait comprendre, savoir lors d'un briefing de presse que c'est les contraires et que si on a tout ce problème ou toutes ces difficultés en matière de l'énergie, du courant et tout ça, c'est parce que nous sommes en train de prendre chez le voisin. Voilà. Pourquoi il y a une partie de notre courant qui est prise chez les voisins. Ce n'est pas tout le courant de la République démocratique du Congo. Ok? On vous a parlé du barrage de Kakobola, qui est presque fini déjà, ou fini, je dirais. Vous avez les relances de travaux de Inga 2. Les travaux qui sont en cours. Des travaux qui ont commencé depuis le premier mandat jusqu'au second. C'est ce que je suis en train de vous dire, le développement c'est sur la durée. Le changement c'est sur la durée. C'est pas par un claque des doigts que tout va changer. Mais si tout le monde devrait venir avec l'idée d'attendre la durée on ne sait pas quand non, mais pendant la durée, est-ce qu'on ne fait rien? On changera des présidents et ça sera les développements. On avance ou pas? Nous sommes en train d'avancer. Ce sont des très grands projets. Il faudrait quand même se contenter de ces avancées, même à pas de tortue, vous estimez? Non, quand vous parlez de pas de tortue, ça dépend de ce que vous comprenez par pas de tortue. Vous savez, lorsqu'il y a des travaux comme des constructions, il y a des délais légaux. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans cet immeuble qui a 3 niveaux. Pour prendre le 2e niveau, pour couler le béton du 2e niveau, il paraît qu'il faut 21 jours qui doit s'écouler. Il y a des délais comme ça légaux selon les normes de construction. Vous ne coulez pas un béton, après 10 jours, vous commencez à monter le 3e niveau. Non, il faut attendre 21 jours pour couler le 3e niveau.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des travaux pour que ça soit solide, ça soit bien bâti. Eh bien, il faut respecter les délais légaux scientifiques de ces ouvrages-là. Donc il ne faudrait pas être pressé. Même quand on construit les routes, on vous dit que la première couche doit être mise dans un temps. Pour mettre la seconde couche, il faut un tel délai. Et tout ça là, c'est le temps qui passe. Donc il faut comprendre que les histoires qui se font, ça ne sera pas par un claquement de doigts. C'est sur la durée et selon la durée des normes de construction de ces ouvrages-là. Donc Kakobo là est presque fini. Ingra est en train d'être construit. Et si on emprunte le courant à l'extérieur, effectivement, c'est pour pallier, n'est-ce pas, à ces déficits-là, en entendant que ces ouvrages-là puissent prendre fin. Mais ici, il faut retenir que la desserte en électricité a suffisamment augmenté. Je ne veux pas parler ici de l'eau. Nous sommes à Kinshasa, vous avez vu l'usine de l'Mbaïmbou. Mais entre-temps, des bourses de l'argent pour des forages. Non, bon. Alors que les pays n'ont pas de problème d'eau. On a tellement de rivières, de lacs, de fleuves. Effectivement, la République démocratique du Congo ne peut pas avoir. Est-ce que le problème, c'est pas que d'eau. de fois, c'est le problème qui est mal posé. Voilà pourquoi les solutions ne répondent pas justement, ne cadrent pas au problème. Parce que s'il faudrait peut-être, avec l'argent déboursé pour les forages, renforcer la régie des eaux par exemple, de sorte que toutes les provinces congolaises ne manquent pas d'eau. Vous savez, l'histoire des forages, moi je crois que ce sont des solutions à court terme. Ok, des solutions temporaires avant d'avoir des solutions durables. Je donne un exemple. Nous, quand nous étions enfants, vous rentrez de l'école, vous arrivez, il est 13h, vous avez faim. Maman est en train de préparer le foufou et le pondou. Mais parce que vous avez très faim, il vous achète les arachides et les maniocs pour calmer la faim, en entendant la vraie nourriture que vous devez consommer et qui doit vous prendre en charge sur une longue durée. Je crois que c'est ça le problème aussi avec l'histoire comme des forages, panneaux solaires et consorts. Vous comprenez? Donc, pendant qu'on travaille sur la tuyauterie, les stations de pompage, de sous-stations d'eau, en entendant ces coins-là, en entendant qu'on arrive, ils utilisent les forages. Mais au moment venu, ils auront l'eau de la régie des eaux qui sera une solution durable pour eux. Donc, les forages, je vois que c'est souvent aussi dans des coins très reculés, dans les villages. Bon, malheureusement, il y a aussi des forages dans la ville, je crois que c'est pour les privés. Mais le programme de forage qui concerne l'État, c'est souvent dans le coin les plus reculés, en entendant la régie des eaux, on peut pallier avec les forages. Très bien. Alors, vous avez cité quelques avancées. On va rester dans la durée. Monsieur Trésor Kalala, je reviens avec votre premier exemple. Vous avez parlé notamment de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes parent, j'estime, vous êtes père. Vous êtes fier de vous, de prendre votre enfant aujourd'hui, de l'envoyer dans une école où il y a la gratuité. Les enfants sont en train d'étudier au nombre, je parle de chiffres, on va parler de 80 parce que j'ai, mes nièces à moi qui sont venues se plaindre à la maison pour dire qu'elles sont dans une école privée, mais le nombre et la salle est saturée. Une école privée ou de l'État? Une école privée. Okay. Pour dire que si dans une école privée où les parents payent, les salles sont bondées d'élèves, dans les écoles publiques, ça sera certainement plus que ça. J'ai vu des enfants aussi qui ont quitté l'école publique vers les écoles privées. Pourquoi? Parce que ça n'allait plus là-bas. Alors aujourd'hui, vous êtes fiers de dire que c'était une réussite, que c'est une avancée du moment où les enfants, quand ils rentrent à la maison, ils se plaignent de ces conditions. Pour finir cette question, pensez-vous que l'enfant qui étudie dans de mauvaises conditions sera en mesure de bien assimiler sa matière? Et sur cette question-là, vous dites être fier et compter cela parmi des avancées? Merci beaucoup de la question. Vous savez, le problème d'inscrire son enfant dans une école ou une autre dépend du choix du parent. Ok? Moi, par exemple, j'ai fait les collèges. Je connais la formation qu'on donne, la formation que j'ai reçue dans les collèges. Les collèges et lycées qui aujourd'hui sont devenus des écoles publiques où il y a la gratuité. Moi, mon enfant étudie au collège. Mon enfant étudie au collège Imara à Lubumbashi. Vous voyez? Donc, il y a la gratuité dans cette école. Je paye. Et non, c'est une école privée. C'est une école de l'État. Je parle du collège Imara. C'est une école catholique. Non, mais parce que vous avez dit que vous payez. C'est pourquoi je demandais où il est maintenant à ce stade où il faudrait payer. Il n'est plus dans les classes de la gratuité. Non, il est maintenant en troisième
3e secondaire. 3e scientifique. Mais restons dans ces écoles. Mais moi, je n'ai pas un gratuité. enfant qui est à l'école primaire. Non, mais vous observez, parce que quand vous êtes capable de dire qu'il y a eu des avancées, vous êtes parti d'une observation. Ce n'est pas sur base de papier que vous dites qu'il y a avancé dans le domaine de l'enseignement. Alors, quand vous faites cette observation, vous êtes fier de dire que la gratuité a résolu un problème de la vie nationale. Je venais de vous dire ici. On peut dire tout ce qu'on peut dire sur la gratuité. Un pas a été franchi. Je me répète. Entre l'enfant qui va aujourd'hui à l'école, combien même en se plaignant, et l'enfant qui ne va pas à l'école. Mais celui qui se plaint, au moins, il rentre avec la matière. On l'apprend comment parler, comment lire, comment écrire. En se plaignant, bien sûr. Et celui qui ne sait ni lire, ni écrire, ni parler. Entre les deux, vous préférez quoi? Un enfant qui n'a pas bien assimilé sa matière peut représenter un danger pour la République. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas assimilé bien sa matière? Qu'est-ce qui vous dit? Mais vous êtes dans une salle où vous avez 80 élèves, un enseignant. Comment évaluer ces enfants? Vous savez, le problème, c'est lequel? Le problème d'éducation. Sans compter le fait que ces enseignants aussi se retrouvent des fois dans des grèves. Écoutez, donc il y a cassure dans la ligne de la formation. Le problème de l'éducation, ce n'est pas seulement le problème de l'enseignant seul ou l'école. Un parent responsable, lorsqu'il envoie son enfant à l'école, eh bien, au retour de l'école, il vérifie les notes de l'enfant. Il continue, donc c'est la révision. L'enfant doit relire ses notes. Donc on doit réajuster ce qu'on a étudié. Et bien, à la maison, il faut faire les suivis. Donc il ne faut pas tout jeter sur la tête de l'enseignant ou de l'école. Au moins, l'enseignement est en train de se dispenser. Et ici, il ne faut pas être porte-parole des enfants pour dire non, ils assimilent mal. Qui vous dit qu'ils assimilent mal? Mais je parle de plein de justement que moi je reçois. Je vais chuter. Même nous qui avions, s'il vous plaît, même nous qui avions étudié dans le même les parents viennent nous dire non, essayez de nous parler, d'en parler dans les médias et tout ça là. Question de trouver des solutions. Même nous qui avions étudié dans de bonnes conditions, il y avait les derniers de la classe qui avaient 30%. Nous étions 2 par banc. 40 élèves, avec un suivi rigoureux. Je parle du collège. Oui. On suit tout dans les détails. Exactement. Mais nous avions des collègues qui avaient 30%, qui n'arrivaient pas à assimiler bien la matière, pas parce qu'il étudiait dans les mauvaises conditions, pas parce qu'on enseignait mal, mais parce que lui-même n'était pas apte à assimiler la matière. Mais cet enfant était suivi par l'enseignant. Mais est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Cet enfant l'a suivi. Très bien. Cet enfant l'a suivi. Oui. Cet enfant-là, dans les bonnes conditions. Il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Maintenant, cet enfant-là qui se retrouve dans une classe où il y a 80 élèves, qui n'est déjà même pas suivi. Ok, dites-moi. Dans cette même classe de 80 élèves, vous voulez me dire qu'il n'y a pas le premier de la classe qui a 70%, 60%? En fait, les enfants sont dans les mêmes conditions. Bonnes ou mauvaises, ils sont dans les mêmes conditions. Ça dépend de l'élève, de sa façon d'être attentif, de sa façon, par sa façon de prendre au sérieux ses études. Parce que je vais te donner un exemple. Je suis dans une bonne école, bonnes conditions, bon enseignement, suivi. Mais il y a un élève qui fait 30%. Vous comprenez? C'est quand je vous rends la pièce de la monnaie, on peut être aussi dans une classe, mauvaise condition, mauvais enseignement entre guillemets. Mais à la fin, il y a un élève qui se distingue, 60%, 70%. Donc ce n'est pas un problème de l'enseignant, de l'environnement éducationnel. Donc c'est le problème de l'enfant. Le problème, effectivement, le problème de l'enfant est peut-être aussi beaucoup plus des parents qui sont distraits ou qui ne font pas les suivis. Donc, ici, il ne faudrait pas tout jeter à l'école. Dans les mêmes conditions-là, il y a des enfants qui assimilent bien la matière. Parce qu'il y a aussi dans de bonnes conditions, il y a certains enfants qui n'assimilent pas la matière. Le fait pour l'enfant de faire 70%, vous déduisez que c'est parce que l'enfant a bien assimilé la matière. Mais écoutez, parce qu'il réussit aux interrogations, il fait bien ses TP, il réussit aux examens. D'accord. Dans les mêmes mauvaises conditions que son voisin qui a échoué. Oui, autrefois, on avait le devoir tout le jour. Aujourd'hui, parce qu'il y a 80 élèves, l'enseignant n'a plus le temps de corriger 80 copies. Qui vous dit? Il me manque peut-être leur voix, mais ils sont venus me le dire. Ils se sont plaints parce que même les devoirs des enfants ne le corrigent plus tout le jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de devoir. Aujourd'hui, madame n'a pas donné. Demain, tu verras que oui, aujourd'hui, on a donné, corrigé. Et ça, c'est pas une faiblesse? Non, écoutez, il ne faudrait pas prendre les choses dans... En fait, des manières sectionnées. Il faut prendre les choses dans leur globalité. Même moi, quand j'ai étudié, il arrivait des jours qu'on ne donne pas de devoirs. Et bien, il y a
des jours aussi qu'on donnait le devoir. Donc il ne faudrait pas prendre un cas isolé et chercher à les irradier. Si l'enfant qui s'est adressé à vous, ce jour-là, ou cette semaine-là, on ne leur a pas donné des devoirs, ça c'est pas dire que dans toutes les écoles, il y a la gratuité, on n'a pas donné le devoir, ou l'enseignant n'a pas corrigé. Ça nous arrivait aussi des fois, vous faites les devoirs, vous arrivez avec, l'enseignant n'a pas corrigé. Donc, et celui qui n'avait pas les devoirs, il n'avait pas fait les devoirs, il s'est fort de me dire, oh Dieu merci, aujourd'hui l'enseignant n'a pas corrigé le devoir. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais ce sont des cas isolés, il ne faudrait pas les généraliser. Donc bref, sur l'éducation, la gratuité de l'enseignement, nous avions suffisamment avancé. Moi je me dis, dites tout ce que vous pouvez dire sur la gratuité. Il y a eu des avancées. Ceux qui restaient à la maison aujourd'hui, ils vont à l'école. Au moins, ils assimilent quelque chose. Les plus aptes réussissent, mais ceux qui ne réussissent pas, ils reprennent. Et l'année prochaine, ils réussiront. C'est comme ça. Nous avions tous étudié dans de bonnes ou mauvaises conditions, mais il y avait ceux qui réussissaient et ceux qui échouaient. C'est vice-versa, donc il faut prendre ça comme ça. Donc, il n'y a-t-il pas eu de différence entre votre époque à vous et l'époque actuelle en termes de formation, apprentissage dans des écoles? Comment la différence? Parce que ça dépend des écoles. L'éducation dépend aussi des écoles, une école à une autre. Déjà, en notre temps, il y avait aussi des écoles qui formaient mal les élèves. Il y avait aussi les écoles qui formaient bien les élèves. C'est de même qu'aujourd'hui. Il y a des écoles qui forment mal les élèves. Très bien. Et celles-là qui forment mieux les élèves. D'accord, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Merci beaucoup, M. Trésor. Je rappelle qu'il est porte-parole de AADC. C'est avec lui que nous échangeons aujourd'hui. Tout de suite, dès maintenant, on va ouvrir justement le chapitre du discours du président de la République. Mais on va commencer par l'aspect réforme constitutionnelle parce que le sujet fait débat. Il y a du côté de l'opposition l'ICD qui a réagi en disant que même la virgule de cette constitution-là ne sera pas changée ni révisée. Monsieur Trésor Kalala, pour le président de la République, la constitution actuelle ralentit les bons fonctionnements des institutions. Êtes-vous d'accord? Voilà, deux paliers. Vous avez dit, il y a un parti politique dont je ne veux pas faire la publicité, dit qu'il n'y aura même pas une virgule de cette constitution qui sera changée. Ni révisée. Ni révisée. Et de l'autre côté, vous dites que le président de la République estime que l'administration politique est lourde à travers cette constitution. Et là, ce n'est pas seulement le président de la République, mais c'est la majorité du peuple congolais qui voit la situation de cet œil-là. Je commence par l'opposition qui dit qu'il n'y aura même pas une virgule qui sera révisée ni changée. Mettez-moi les termes, mais c'est une manière insensée de réfléchir ainsi. Parce que cette même constitution est en train de prévoir sa révision. Vous comprenez? Alors quand il y a un Congolais qui s'élève, qui dit non, cette constitution, même pas une virgule... Parce qu'ils ne trouvent pas justement l'opportunité, donc ils peuvent le dire. Qui est les juges de l'opportunité? On ne va pas forcément dire que c'est insensé comme réflexion. C'est très insensé. C'est une question d'opportunité, nécessité. Alors qui Dès juge? qu'ils estiment qu'il n'y en a pas, qui juge ils peuvent aussi se prononcer, parce que le chef a dit tout le monde peut réfléchir sur cette question. Qui juge? Il n'a pas limité. Qui doit le faire et qui juge de l'opportunité? C'est pas un opposant. Mais il est peuple également, il est congolais, sa voix compte également. Je vais y arriver. Qui juge de l'opportunité? Ce n'est pas un individu parce qu'il a mal, il est dormi, il a mal rêvé, il s'est réveillé, il dit cette constitution-là ne sera ni changée ni révisée, même pas sa virgule. Même pas sa virgule. D'autant plus, en fait, ce sont des gens qui aspirent à diriger le pays demain, mais qui malheureusement donnent déjà des mauvais signes. Ça veut dire que quand ils seront à la commande, ils seront des dictateurs. Ah, mais parce que quand l'UDPS a refusé la révision, l'UDPS aspirait aussi à diriger. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'UDPS qui a le pouvoir. Et revient avec cette... Donc, on va dire que l'UDPS est dictateur. Je vais en arriver. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Je vous relance justement dans cet angle-là. D'accord. Je disais, les gens qui aspirent à diriger ce pays demain, déjà, pendant qu'ils sont opposants, ils démontrent qu'ils sont dictateurs. Quand la Constitution, déjà dans sa disposition 218, est en train de donner les modalités déjà de la révision de la Constitution. En 2018, ce n'était pas le cas. Et vous rêvez, vous dites même pas la virgule. Non, mais en 2018, ce n'était pas le cas. Changer. En 2018, je vais arriver. C'est comme ça que je dis, ça dépend des temps et des circonstances. Nous allons y arriver. Alors, les gens d'abord qui disent que cette constitution ne doit pas être révisée, même pas sa virgule. En 2005, les dirigeants de ces partis politiques-là, lui, il n'était même pas là quand nous on s'est battu pour que le référendum fabriqué d'antan puisse passer. Il était gérant d'une station de carburant quelque part ici à Kinshasa. Et nous,
on était sur le terrain en train de se battre pour que cette constitution qui nous a été imposée ne puisse pas passer. Mais comme il fallait à tout prix faire passer ça, il y a eu un forcing, cette constitution est passée. La personne que vous citez avec son parti politique, ils étaient à Genève. Vous vous souviendrez, à Genève 2018, pour le candidat commun de l'opposition. Ils arrivent à Genève, il est derrière par magouille, on le pointe comme... par magouille? Mais effectivement, parce qu'il y a eu vote. Non, mais il avait doublé son partenaire. Ils l'ont voté, ils l'ont désigné comme candidat commun de l'opposition. Et on sait comment les choses se sont passées. Il y a eu des signatures, il y a tout ça là. Mais il y a eu vote. Madame, mais qu'est-ce que vous faites dire qu'il a doublé son partenaire? Non, mais il s'était entendu au départ que je veux voter pour toi. Mais quand ils arrivent là-bas, il change. Il a trahi son partenaire, ça n'a jamais été un débat. Et lui-même, quand on lui pose la question, n'est-ce pas que vous avez trahi votre partenaire? Parce qu'une heure avant le vote, vous lui avez dit que je vais voter pour vous. Il dit, écoutez, ici c'est la politique, c'est pas l'église. C'était ça sa réponse. Ici c'est de la politique, c'est pas l'église. Il avait doublé son ami. Au moins, il était passé et les autres sont retirés. Leur charte là de la Mouka, c'était, une fois qu'il est président, après 2 ans, n'est-ce pas, il devrait organiser les élections pour que les autres viennent aussi participer, puissent postuler, vous vous souviendrez. Cette pratique-là, d'être président 2 ans et puis organiser les élections, ça tirait sa source constitutionnelle d'où? Donc, par ricochet, ça ne devait être possible qu'avec les changements de la Constitution. C'est comme ça que je dis, ceux-là qui veulent donner des leçons aujourd'hui... Vous parlez de quelle charte déjà? La charte de la Mouka. Leur convention... Ça fait rallier à la Constitution. Écoutez, leur convention c'était, si je prends le pouvoir, après 2 ans, il faut reprendre les élections pour faire participer les autres candidats. Une disposition dans de la charte. J'ai dit ceci, la charte de la Mouka. Exactement. C'était que si Martin... Mais j'évolue. Si Martin prenait le pouvoir, il devait réorganiser les élections après 2 ans pour permettre aux autres d'y adhérer, n'est-ce pas? Et lui, quand il signe la charte, c'est qu'il accepte ces conditionnalités-là. Alors, pour être honnête et sincère avec ses partenaires, étant au pouvoir, comment il allait respecter cette charte de la Mouka si ça ne devait pas faire appel au changement de la Constitution? Parce que cette disposition de la charte ne répondait à aucune formule constitutionnelle. Lui, par quelle magie il devait réorganiser les élections après 2 ans, pendant que la Constitution parle de réorganiser les élections après 5 ans. Donc, le mécanisme devait être, en son temps, de changer la Constitution. Donc, aujourd'hui, on nous donne des leçons, pendant qu'à l'époque, on était déjà prêt à torpiller cette Constitution. Donc, les gens disent une chose et son contraire. C'est comme ça que j'ai dit, nous avons une opposition qui souffle le chaud et le froid en même temps. Vous avez quelqu'un comme c'est ça, là j'ai fait une petite virgule. C'est quelqu'un qui vous dit, pas changement, pas révision, mais en entre-temps, il dit qu'il est prêt à participer aux travaux de la commission que le président va mettre en place. Vous avez l'Église catholique qui dit non, pas de changement, pas d'opportunité, comme vous dites, mais en entre-temps, ils se disent, non, dans cette commission-là, nous allons participer. Nous avons des opposants qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais parce qu'ils doutent justement de... le chaud ils font pas confiance à cette commission. Vous m'avez posé la question ici. Vous avez dit en 2018... Lorsque l'UDPS a soufflé le chaud et le froid aussi. On a tenté, même parce que c'est pas même 2018, c'était déjà à partir de 2015. On avait dit non, il fallait précéder les recensements, les votes, et puis il fallait d'abord recenser avant de voter. Nous avions évolué en 2017, c'était un projet. Il y a eu un ballon d'essai comme ça, non, sur les changements de la Constitution. La différence, comme ça j'ai dit, ça dépend des circonstances et des temps. La différence d'antan et maintenant, c'est que à l'époque, lorsqu'il y a eu ces ballons d'essai-là, la population a directement réagi. Il y a eu des manifestations sur toute l'étendue de la République. Simple ballon d'essai. Mais regardez maintenant. Le président de la République à Kisangani, il tient ces discours-là, du changement. Le peuple était en liesse à Kisangani. Le président va à Lubumbashi. Il semble que le Katanga, c'est le fief de l'opposition. Mais il arrive à Lubumbashi, chef de lieu du Katanga. Il prononce les discours du changement de la Constitution. Le peuple est en liesse. Il va à Kipushi, toujours au Katanga. Le président va à Kalemi, dans les Tanganyika. Il prononce les discours. Et ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque le président est à Isiro. Il parle, il finit son discours,
il ne souligne pas le problème de la Constitution, c'est la population qui se met à chanter. Et bongo Constitution, vous avez suivi? La population commence à chanter. J'ai compris. C'est que cette fois-ci, la différence avec 2017 et 2024, c'est qu'en 2017, la population avait réfuté la proposition. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, la population a accueilli cette nouvelle du changement de la Constitution. Donc, comme pour dire, aujourd'hui, le peuple qui est souverain est d'accord avec les changements, mais à l'époque, le peuple n'était pas d'accord. Il ne faut pas dire que nous, à l'époque, à l'opposition, nous soufflions le chaud et le froid. Le peuple est d'accord. S'il faudrait estimer la population à 102,3 millions en 2023, face à, on va parler peut-être de 10 000 Congolais qui se sont exprimés ou qui ont chanté en lettres. Vous allez dire que c'est là que vous... Non, mais c'est là, c'est avec ce tour-là que vous dites que la population est d'accord. Allons dans cette logique. Ok, j'estime qu'il y a 10 000 qui se sont manifestés pour dire qu'ils sont d'accord. S'il vous plaît. Oui. Allons dans votre logique. Parce que déjà, ce n'est pas 10 000, ce sont des millions de gens qui s'expriment sur le changement de la Constitution, qui sont d'accord, des millions. Alors, allons dans ta logique de 10 000. Admettons que 10 000 personnes se sont manifestées physiquement, que nous sommes d'accord pour les changements. Face à 102. S'il vous plaît. Oui, non, mais allons dans cette logique-là. C'est comme ça que moi j'ai posé ma question. Je suis en train de chuter, s'il vous plaît. C'est comme ça que j'ai posé ma question. S'il vous plaît, sur les 10 millions, le 100 et 2 millions. On a plutôt sur les 100 et 2 millions. Vous avez 10 000 personnes, selon vous, qui se sont manifestées clairement, qui sont d'accord pour les changements. 5. Alors, où sont les 10 000 peut-être aussi pour faire l'équilibre de force qui sont contre? Ils ne se manifestent pas. C'est comme ça que j'ai dit l'opposition ne se manifeste pas. La majorité s'est manifestée. Les 10 000, nous les avions vus jubiler pour le changement de la Constitution. Mais où sont ceux-là qui sont contre? On ne les voit pas. Mais il y a eu il y a des manifestations qui ont été Quelle manifestation a été réprimée? Quelle manifestation? Manifestation de Sisanga. On a vu, il a fait... Non, on ne fait pas... Écoutez, on a vu. Mais pourquoi cette répression? Pourquoi la répression? Il y a eu répression. Oui, il y a eu répression. Il y a eu répression au rond-point Victoire. Il y a eu répression au rond-point Gaba. On a vu également comment est-ce que... Alors qu'il y a même, au regard de cette répression-là, il y a eu des informations comme quoi pour dire qu'ils n'avaient pas saisi les autorités compétentes. Informations qu'ils ont réfutées sur le plateau de télé. Madame, s'il vous plaît. Soyez alors tolérants, laissez-leur s'exprimer, manifester aisément, librement. Il n'y a pas eu manifestation. C'était quoi? Allons sur la comparaison. Non, c'était quoi? C'était quoi, monsieur Trésor? Je vais arriver. Allons sur la comparaison. Vous dites qu'il y a 10 000 personnes, selon vous, qui se sont manifestées pour les changements. Ceux-là qui ont manifesté contre, ils étaient combien? C'était des Congolais nombreux également. Combien? 10 000 aussi? Qui n'ont même pas fini, qui n'ont pas eu le temps de finir leur marche. Dans leur début de la marche, là, ils étaient combien? Ils n'ont pas fini, ils n'ont pas eu le temps de finir leur marche. Ils étaient combien, ceux-là qui ont commencé? Ceux-là qui ont commencé quoi? La marche, là. Ils étaient nombreux? 10 000? Oui. 10 000? Oui. Madame, j'espère que vous êtes sérieuse. Moi, oui, je suis sérieuse. Déjà que moi, de cette émission, justement, ça, mais s'il vous plaît. Parlons d'abord, si parlons de 10 000 personnes. Je parle, s'il vous plaît. De 10 000 personnes. Quand je parle de la manifestation de protestation. S'il vous plaît, monsieur Trésor, vous avez parlé. Laissez-moi avancer avec mes questions. Les présidents et vous avez cité les différentes provinces dans sa tournée pour parler, pour échanger, évoluer avec les Congolais. Ils ont mobilisé des équipes d'avance et ont préparé le terrain, sachant que le président allait venir. L'opposition congolaise, pour réagir aux différentes sorties médiatiques du président en rapport avec la Constitution, s'est rassemblée pour organiser des marches. On reste sur les marches. Des marches qui ont été réprimées. Madame. Pourquoi? Parce que vous dites face à... Non, je suis en train de poser une question. Composée soit-elle, je m'en excuse. Vous dites face à 10 000 qui seraient avec le président. Non, c'est vous qui avez énoncé. Justement, les 10 000, je dis serré, j'ai mis au conditionnel. On a 102, ou en parlant de 100 millions de Congolais. 100 millions de Congolais. Si on soustrait le 100 millions à 10 000, le chiffre n'est même pas la moitié de ceux qui se sont exprimés pour la révision ou le changement de la Constitution. Madame, c'est un chiffre que vous venez de créer. Moi, je connais la ville de Lubumbashi, à la place de la poste où le président de la République a tenu son discours. Cette esplanade peut prendre
plus de 40 000 personnes. Ok? Le président était à Kalemi. Je connais l'esplanade. C'est un endroit qui peut prendre plus de 15 000 personnes. Et c'était plein à tous ces endroits. Vous voulez en venir en disant que c'était plus de 10 000. Comme pour dire, non mais parce que vous qui donnez 10 000, je ne sais pas, vous avez tiré ça d'où, mais au moins... justement, on est en train de valuer. Je veux dire ceci, s'il vous plaît, on ne s'éternise pas sur ça. Je dis seulement qu'au moins le président de la République a parlé, ça fera aujourd'hui 2 mois. J'ai dit, il n'y a aucune manifestation de l'opposition, j'ai dit aucune. Quand je parle de manifestations de l'opposition, je fais allusion aux manifestations de l'opposition que nous avons connues. Ça veut dire, on fait parler la rue, on fait parler les médias, même les médias internationaux. Jusque-là, depuis que le président a parlé, il n'y a aucune manifestation. Je dis bien aucune manifestation. Et les médias internationaux ne sont pas exprimés non plus. Ils sont exprimés, madame. Écoutez, jusque-là, sur ce qui concerne le problème de la Constitution, il n'y a aucune, je dis bien aucune manifestation de l'opposition. Mais par contre, les présidents, partout où ils passent, il y a liesse populaire lorsqu'ils parlent du problème de la Constitution. Nous avons affaire à une opposition qui est totalement faible. Une opposition qui n'a pas le peuple avec lui. Une opposition qui n'a pas une base qui réagit. Contrairement à nous, lorsque nous étions dans l'opposition, il suffisait de donner un mot d'ordre. Le peuple réagissait parce qu'il était avec nous. Mais l'opposition actuelle n'a pas le peuple. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aller vers 3 mois, depuis qu'on a prononcé l'histoire du changement ou de la révision, et il n'y a rien. Parce que le peuple ne se retrouve pas dans l'opposition, le peuple se retrouve dans les camps de son dirigeant, le président Félix Tshisekedi. Très bien. Donc l'opposition manifeste que dans les médias, dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Twitter, et WhatsApp, mais sur le terrain, il n'y a aucune manifestation de l'opposition. Ce qui démontre que la population est d'accord avec les changements. Maintenant, je vais répondre au deuxième palier de votre question. Vous dites que le président a dit, il estime que cette constitution était lourde, était en train d'alourdir. Oui, au fait que qu'est-ce qui a changé quand en 2018 c'était. Vous avez même dit, vous avez organisé de manifestations, la population s'est identifiée à vous pour dire qu'il n'y aura pas de changement de la Constitution. Et aujourd'hui, quand ça change, c'est pas souffler le chaud et le froid? Non, aujourd'hui, la différence c'est que nous avons les souverains primaires qui est le peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple. Non, avant de mettre le peuple, l'idée est venue de vous qui autrefois aviez refusé qu'il y ait révision au changement de la Constitution. À l'époque, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que Kabila quitte le pouvoir en 2016 et puis il y a un glissement. Il n'est plus dans son mandat, mais au moins il veut changer la Constitution. C'est différent. Tshisekedi est dans son mandat, d'ailleurs au début de son second mandat. C'est ça la différence. Kabila, il devait quitter le pouvoir au plus tard le 30 décembre 2016, n'est-ce pas? On lui accorde 2 ans de transition. Il glisse d'ailleurs, ok? Et voilà. C'est là qu'il veut maintenant changer la Constitution. Il était hors mandat. Comme ça, je dis c'est un problème de temps et des circonstances. En ces temps-là et dans les circonstances d'un temps, il n'était pas possible. Mais maintenant, il est possible. Donc, vous comprenez que c'est différent. D'accord. Alors, en ces temps-là, le problème, c'était qu'il fallait éviter le glissement. Non, nous étions déjà dans le glissement. Il était déjà hors mandat et c'est là qu'il voulait changer la Constitution. Voilà, il fallait éviter ce coup de Kabila. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec l'état de la nation, on va parler de l'état de siège dans les provinces en guerre. On va parler de conditions de vie de Congolais. Est-ce que l'opportunité, pourquoi ne pas se concentrer à apporter d'abord à la population congolaise, même, on va dire, lui aider à subvenir à ses besoins même minimes avant de penser réviser la Constitution? Parce que s'il faut parler de la révision, changement de la Constitution, celle-ci viendra changer quoi dans le quotidien ou les vécus d'un Congolais? Très bon. Deuxième palier de votre question, en tout cas très intéressant. Mais vous dites, pourquoi ne pas se concentrer sur le bien-être du Congolais? Mais là, on se concentre sur la Constitution. Qui vous dit qu'on ne travaille pas sur le bien-être du Congolais? Le président a donné le bilan de l'année 2024. Il y a des entreprises construites, il y a des routes, des hôpitaux, des ponts, la desserte en électricité, en eau, de l'agriculture. Donc, il y a des choses que nous sommes en train de réaliser. Mais seulement, il y a une commission qui va réfléchir. Quelque part, sur la Constitution,
cette commission ne bloque pas le fonctionnement de l'État. L'État continue à exister. On achète les armes, on fait les recrutements, les militaires sont en formation. Vous comprenez? Il y a des routes qui se construisent, les ouvrages sont en train d'être effectués. Mais de l'autre côté, il y a une commission qui réfléchira quelque part en retraite. Mais pendant qu'eux réfléchissent, le pays est en train d'avancer. Donc il ne faudrait pas mélanger les serviettes et les pinceaux. Pendant que les autres réfléchissent, le pays, les institutions continuent à évoluer normalement. J'ai fait une marche arrière. Je crois que c'est là que je vais ramasser aussi le deuxième palier de votre question. Lorsque vous dites que le président estime que l'administration politique est lourde, ça rend... effectivement, ce n'est pas seulement les présidents qui les constatent, mais c'est la majorité du peuple congolais qui les pense, et je vais le démontrer. Je crois que vous réfléchissez aussi de la même manière. N'est-ce pas que la majorité du peuple congolais est contre le... comment on dit? Le train de vie des institutions exagérées, n'est-ce pas? Beaucoup d'argent qu'on génère va dans les institutions, près de 50%. Ça veut dire, comme nous avons 18 milliards de budget, au moins 9 milliards va dans les fonctionnements des institutions, ce qui est totalement anormal. Donc la majorité de la population, ils vous disent qu'il faut supprimer les Sénats. La majorité. Les Sénats nous sert à quoi? Parce que ce qui est fait à l'Assemblée nationale, en fait, l'Assemblée nationale fait tout. Au Sénat, c'est une seconde lecture, parfois, ça n'a pas des enjeux. Tout s'est fait à l'Assemblée nationale. La majorité de la population veut que nous puissions quitter du Parlement bicaméral au Parlement monocaméral. Premièrement. 2. Élection du gouverneur. Vous savez que le développement, c'est à la base. Aujourd'hui, élire le gouverneur par les grands électeurs, les députés provinciaux, c'est devenu même ridicule. Parce que la corruption, c'est à ciel ouvert. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et la population est contre. La majorité veut à ce que les présidents puissent nommer le gouverneur, n'est-ce pas? Soit que nous-mêmes, peuple, élisons nos gouverneurs. Et sur cette histoire, il y a aussi les conseillers municipaux qui viennent s'ajouter. Près de 1000 conseillers municipaux qui devront aussi être payés, toujours par l'État. Impayés jusque-là. Hein. Mais je dis qui devront être payés. Tout ça là, c'est une charge de plus. Vous comprenez? En traitant les millions détournés. C'est une charge... Ces millions-là peuvent bien payer les conseillers municipaux. C'est une charge de plus sur le fonctionnement des institutions. Alors, vous dites, les changements vont apporter quoi exactement, directement à la population? D'abord, s'il faut supprimer les Sénats, s'il faut que le président puisse nommer les gouverneurs, s'il faut supprimer les assemblées provinciales, budgétivores, s'il faut supprimer les conseils municipaux, tout ça là, ce ne sont pas d'abord des questions qui viennent à la révision, ce sont des problèmes qui reviennent au changement de la Constitution. Parce que là, il faut toucher au régime politique et à la forme de l'État. Une fois que nous changeons la Constitution avec comme argument que nous supprimons les Sénats, nous supprimons les assemblées provinciales, nous supprimons les conseils municipaux, ok? Le président nomme le gouverneur, et bien le pays va économiser suffisamment d'argent. Donc les 9 milliards qui va souvent dans les financements des institutions, peut-être on peut gagner même 6 milliards sur ça et ça peut être investi dans le projet de développement. C'est comme ça que j'ai dit ici qu'il est impérieux que nous puissions changer cette constitution afin d'économiser aussi beaucoup d'argent. Vous dites qu'il y a de l'argent qui est détourné, qui peut financer les conseils municipaux et consorts. Je vous dis ceci, même sans détournement dans ces pays, même sans détournement, avec les institutions que nous avons aujourd'hui, il y aura toujours exagération dans le financement des institutions. C'est comme ça que moi je propose qu'il faut qu'on supprime les Sénats, l'Assemblée provinciale, le conseil municipal. Et cet argent-là destiné à ces institutions-là peut être canalisé dans le projet de développement. Et là, pour y arriver, il faut changer notre forme de l'État, il faut changer notre régime politique. Et là, ce n'est pas un problème de révision constitutionnelle, c'est un problème de changement. Donc vous souscrivez pour qu'il y ait changement et non révision? Non, changement radical. Changement radical parce que ici, le plus important ici, c'est que moi, je veux qu'on ait un nouveau régime politique. Le régime
présidentielle, Okay. souple, et la forme de l'État unitaire qui permet au président de la République de nommer le gouverneur et qui favorise le développement à la base. Et vous pensez que le changement de ce régime serait une solution réelle? Une solution réelle, madame. Oui, s'il vous plaît, monsieur Trésor, parce que c'est vrai, certes, vous vous identifiez au président Félix Tshisekedi qui, lui, a la volonté de bien faire les choses. Il le fera bien. Mais est-ce que vous pensez aussi que le président qui devra succéder au président Félix Tshisekedi viendra aussi avec l'idée de bien faire les choses, c'est-à-dire quand ça sera au président de nommer le gouverneur, et s'il nommait son frère? Non, mais écoutez... Et s'il nommait le membre de sa famille? Non, mais déjà... Et s'il nommait des personnes incompétentes? Déjà, très bien. Déjà, parce que vous identifiez des cas bien précis, le népotisme est banni dans notre pays. Ok, le népotisme est banni. Et vous dites, s'il nommait les gens qui l'estiment incompétents, ben, il va les révoquer. C'est lui qui nomme et c'est lui qui révoque. C'est la difficulté dans laquelle maintenant il se retrouve aujourd'hui. Il investit les gouverneurs par ordonnance présidentielle, mais il ne sait pas les révoquer. Mais pour les révoquer, il faut l'Assemblée provinciale. Voilà. Voilà. Ça a été le cas avec les gouverneurs. Mais la complaisance maintenant au niveau des assemblées provinciales, tu sais pourquoi? Parce que si ces gouverneurs-là soudoient, même pas si, apparemment c'est ça même la pratique, la population d'abord ne se retrouve pas dans ces gouverneurs, le gouverneur n'est pas redevable à la population, il est redevable à ses députés provinciaux. Donc, c'est un club de gens qui se font des concessions. Il peut mal faire son travail, mais aussi longtemps que l'Assemblée provinciale, aussi longtemps qu'ils sont soudoyés par ces derniers, eh bien, il ne partira pas. Et là, ça bloque le président de la République, et pas seulement le président de la République, mais les développements à la base. Mais aujourd'hui, c'est les gouverneurs, la majorité de gouverneurs sont de l'UDPS. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça veut dire que s'il faudrait le révoquer, on ne parlera pas de la corruption. S'il faudra qu'il soit corrompu, qui va le corrompre? L'UDPS, c'est un fait privé, attention. L'UDPS n'est pas dans la gestion au quotidien du pays. L'UDPS, c'est un fait privé. Il n'existe pas une institution dans ces pays qui s'appelle UDPS. Nous avons institution président de la République, institution parlement, institution... c'est le parti qui a plus de représentants, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des assemblées provinciales et le gouverneur. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, oui, je voulais en venir dans le sens où, parce que vous avez parlé de la corruption, faiblesse des assemblées provinciales, ça voudrait dire que parce que c'est l'UDPS aujourd'hui, il n'y aura pas de mal à révoquer un incompétent. Non, mais... on ne va pas souscrire dans la corruption. L'UDPS voulant bien faire les choses, il y aura les députés qui sont majoritaires. Ces députés qui sont majoritaires pour accompagner le bon pouvoir du président de la République vont statuer sur le cas d'un gouverneur qui gère mal pour que ces derniers soient destitués. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que... Plutôt que de concentrer tout le pouvoir autour d'un seul individu président de la République. Je me répète. UDPS n'est pas une institution. Même si vous dites la majorité de l'Assemblée provinciale, c'est l'UDPS. La majorité des gouverneurs, c'est l'UDPS. Mais il peut se faire que les gouverneurs là de l'UDPS soient incompétents. Il peut se faire que les gouverneurs là de l'UDPS soient incompétents. Et par conséquent, s'il était nommé directement par le président de la République, le président les révoquerait directement. Mais pour le moment, il faut passer par l'Assemblée provinciale. Et ces gouverneurs-là, soi-disant de l'UDPS qui ne veut pas partir, nous connaissons la pratique, mais il va corrompre les députés provinciaux là. Il ne partira pas. Les députés, quand c'est l'UDPS qui est majoritaire, ils peuvent contrer la corruption, peu importe ce qui sera corrompu. Écoutez, d'abord moi je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, moi je suis porte-parole des AADC. On est parti d'un exemple. Voilà, je suis porte-parole des AADC, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais s'il s'est fait que ces députés-là de l'UDPS se font corrompre, le président de la République n'a rien à voir dans ça. Donc ce sont des députés qui sont là, mais qui se sont fait corrompre, eux qui sont de l'UDPS, qui se font corrompre par un gouverneur de l'UDPS. Le président de la République n'a rien à voir dans ça. Parce que le pouvoir que le président a, c'est de ne pas déchoir un gouverneur. C'est l'Assemblée provinciale. Mais quand l'Assemblée provinciale ne le fait pas, eh ben, le gouverneur demeure. Et par conséquent, ça bloque le développement à la base. C'est comme ça que moi je suis en train de dire... Il est impérieux que nous puissions changer notre forme de l'État pour que le président puisse nommer le gouverneur. Il les nomme. Après 3 mois, 6 mois, il n'est pas compétent. Il les révoque, il les remplace sans qu'il y ait de tournure. Il faut passer par l'Assemblée provinciale, il faut influencer. Le danger, ne pensez-vous pas que le danger serait de tomber dans le régime ou on va dire dans le comportement de Mobutu? Non, pas du tout. C'est là que je m'en vais
expliquer aux gens ici. Lorsque j'ai dit qu'il faut qu'on aille dans un régime présidentiel, il y a deux formes du régime présidentiel. Il y a le régime présidentiel rigide, c'est celui de Mobutu, où il exerce une hégémonie sur toutes les institutions. C'est lui le Dieu, le Père. Quand il dit c'est Alléluia, Amen. C'est le régime présidentiel rigide. Il existe un régime présidentiel modéré. Ok? C'est comme au Sénégal. C'est un régime présidentiel modéré. Mais nous, ce que nous sommes en train de vouloir, c'est un régime présidentiel souple. Nous sommes dans un régime où un pouvoir arrête un autre pouvoir. Donc, le président, il est au-dessus, c'est le régime présidentiel, mais il y a la séparation de pouvoir. Vous comprenez? Il y a cette flexibilité dans la gestion et dans la manière même de faire des choses. Je crois qu'il y a certains scientifiques qui sont contre le régime présidentiel, mais il faut aller dans la profondeur de la chose. Nous sommes dans un régime présidentiel souple, qui va faire de sorte à ce que les présidents n'exercent pas une hégémonie sur les institutions. Quand vous dites, il peut nommer son frère, il peut nommer les membres de sa famille, il peut nommer les membres de sa tribu. Non, ça sera un régime présidentiel qui est souple ou qui est garanti par la séparation du pouvoir dans lequel chacun a ses limites. Très bien. Alors aujourd'hui, vous optez pour qu'il y ait changement de la Constitution. Effectivement. Cette Constitution, c'est celle qui, on va dire, est en train de régir le pays. C'est dans cette Constitution que les institutions ont été mises en place, l'État a été organisé. S'il faudrait procéder à son changement, ne pensez-vous pas qu'il s'agirait d'une certaine, où on va parler d'un certain coup d'État constitutionnel? Parce que comment ça va se passer avec les institutions? Déjà, vous comprenez cette histoire-là de coup d'État constitutionnel. Malheureusement, je vois même des intellectuels, même des professeurs des universités, employer cette histoire-là, coup d'État constitutionnel. Parce que c'est quoi un coup d'État constitutionnel? La Constitution existante, elle est placée de côté. Et c'est ça un coup d'État. On prend une nouvelle Constitution. Non, le coup d'État, c'est au niveau de ces institutions. Pendant cette période-là, comment la nation sera organisée? D'abord, les gens mélangent coup d'État constitutionnel à coup d'État institutionnel. Les deux termes sont en train d'embrouiller les gens. Coup d'État constitutionnel, coup d'État institutionnel. Bon, écoutez, d'abord, changer une constitution ne constitue pas un coup d'État. Dans toutes ses formes, ce n'est pas un coup d'État. Une constitution d'une nation peut être changée selon l'évolution culturelle, sociologique, économique et politique d'un peuple. Aussi longtemps ou dès lors que le texte qui régit une nation n'est plus conforme aux réalités du moment de ces peuples-là, eh ben, on l'adapte. Ces derniers se déterminent soit effectivement à les modifier ces textes, ou encore les changer. Ça dépend des temps et des circonstances. Donc ici, on ne peut pas faire croire aux Congolais, c'est totalement faux, que changer la constitution d'un pays résout d'un coup d'État. C'est totalement faux. Mais s'il vous plaît, M. Trésor, c'est une flatosité, permettez-moi les termes. Si cela ne constitue pas un coup d'État, pourquoi vu que la Constitution a prévu les mécanismes de sa révision, pourquoi ce n'était pas le cas avec les mécanismes de son changement aussi? Estimant que à un moment, la Constitution devrait être changée, donc remplacée carrément. Pourquoi le constitutionnaliste de l'époque a opté pour sa révision? Question de l'adapter aux réalités. Je vais répondre. Il y a une partie de la réponse que je n'ai pas donnée, mais je réponds directement d'abord à cette question que vous venez de poser. Il faut noter ici que, de même que cette constitution, selon vous, ne prévoit pas son mécanisme de changement. C'est selon moi. Oui, selon vous. Ok, parce que c'est prévu. Le mécanisme de son changement n'est pas prévu. Donc, j'ai vu même certaines personnes dire qu'on nous dise quelle est la disposition qui prévoit le changement de la Constitution. Donc, le changement est inconstitutionnel. Je renvoie à ces mêmes personnes à la même question. Quelle est la disposition constitutionnelle qui interdit le changement de la Constitution? Ils nous disent qu'on leur prouve, qu'on leur donne une disposition qui prévoit le changement de la Constitution. Et moi, je pose aussi la question, quelle est cette disposition-là qui interdit le changement de la Constitution? Qu'ils me répondent.
Mais moi, je sais que l'article 5 de cette constitution que nous allons changer est en train de mettre le peuple au-dessus de tout, au-dessus de cette constitution. Donc, on ne peut pas restreindre à un peuple d'exercer son droit référendaire à travers les référendums. Donc, dès lors, le peuple, qui est au-dessus de tous, estime que cette constitution ne répond plus à ses aspirations actuelles, eh bien, cette constitution changera et ça ne constitue pas un coup d'État constitutionnel, comme on le dit. C'est quoi le coup d'État constitutionnel? Le coup d'État constitutionnel, c'est lorsque un président de la République quitte toutes les normes, toutes les règles constitutionnelles et exerce son hégémonie sur les institutions. Je donne un exemple. Le président Tshisekedi s'élève aujourd'hui, il dit « Je supprime les Sénats ». À partir d'aujourd'hui, les Sénats ne fonctionnent plus. À partir d'aujourd'hui, les assemblées provinciales ne fonctionnent plus. À partir d'aujourd'hui, je nomme les gouverneurs. Vous comprenez? C'est un coup d'État constitutionnel. Mais dès lors que nous sommes dans une pratique démocratique où le peuple s'exprime, le peuple dit que moi je ne veux plus de cette constitution, il faut me doter d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas un coup d'État constitutionnel, c'est le peuple qui s'est autodéterminé et qui change sa destinée. Donc il ne faudrait pas ici intimider les gens. Non, c'est un coup d'État constitutionnel si on change la constitution. Ça s'enseigne à quelle université? Changer une constitution devient un coup d'État constitutionnel. Ça ne s'enseigne pas. C'est la manipulation, c'est l'intimidation des opposants en manque de positionnement, en manque de capacité réelle de mobiliser. Alors il faut passer par les intimidations dans les réseaux sociaux et tout et consorts. Aucune constitution du monde, lorsqu'on la change, le fait de la changer constitue un coup d'État constitutionnel. Ça n'a jamais existé. Très bien. C'est faux. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala. Alors, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre avis sur le discours du président de la République, après l'avoir auditionné, pensez-vous ou estimez-vous que le président a rassuré dans son discours? Oui, j'ai vu un président rassuré, sûr de ce qu'il dit, parce que, en fait, il a brossé les réalisations dans tous les secteurs. Commençons par l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, l'économie. Il a brossé tous les secteurs et il a donné aussi espoir dans l'avenir, parce que lorsqu'on vous dit déjà à partir de 2025, il y aura des routes à dessert agricole qui seront 38 000 km de routes à dessert agricole qui seront construites. Donc ça, c'est un espoir qu'on donne. Pardon? Réhabilité. Je ne comprends pas. 38 000 routes seront réhabilitées, non construites. Je dis des routes à dessert agricole. Le président a dit que ces routes seront réhabilitées, parce que vous avez parlé de construites. Mais écoutez... 111 routes construites, 111 402 routes supplémentaires seront construites et 38 000 routes à dessert agricole seront réhabilitées. Réhabilitées ou construites, ce sont des routes qui seront exécutées. Parce que même dans la réhabilitation, c'est la construction, non? Ce n'est pas ça, ce n'est pas la construction. C'est la construction de la réhabilitation. La route a été déjà construite, mais on vient corriger, au fait, réaménager. Quand je dois réhabiliter cette maison, c'est que elle est déjà construite. Mais ce sont des travaux de construction. Mais c'est quand vous allez dire que cette maison est... On va construire cette maison. C'est quoi votre problème? Non, il n'y a pas de problème. Vous étiez en train de parler. J'ai juste voulu que... Parce que les téléspectateurs nous suivent. Okay. C'est deux nuances. L'idée, c'était pas de déranger, en fait, votre analyse. Vous avez dit... Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Au moins, il faut que Allez-y, construction ou réhabilitation, ce sont des routes qui seront exécutées. Donc, c'est un espoir. Donc, il y aura des avancées. Par exemple, dans le domaine des investissements, vous voyez, il y a des entreprises qui se sont installées, que ce soit à Kinshasa ou à l'extérieur, comme l'entreprise qui produit les zinc à Kolwezi. Vous voyez, il y a des entreprises de fabrication des carreaux ici, de fabrication des boissons gazeuses, le raffinerie d'or et tout. Donc, c'est un discours qui a rassuré, qui a démontré où nous sommes et où nous sommes en train d'aller. Et tous les secteurs ont été brossés avec brio et je crois que c'est un discours qui a rassuré. Ça a rassuré, mais pensez-vous aussi que c'était important que l'hymne de l'UDPS puisse, ça c'est une parenthèse, puisse retentir? Ce sont les à côté, vous savez, vous savez la masse parfois on ne sait pas, oui, la gérer. Ce sont des à côté, il y avait mais les militants de l'UDPS à ils craignent qu'il y ait une sorte de monarchie. Comment monarchie? Écoutez, s'il y a un groupe de gens
qui sont de l'UDPS, se mettent à chanter un chant de l'UDPS. Ça torpillait quoi dans la gestion, dans la gestion au quotidien du pays. Donc moi, je crois que c'est un cas qui ne mérite même pas être soulevé. C'est un à côté, un aléa, et puis bon, il n'existe pas des œuvres parfaites, donc on ne peut pas s'éterniser sur ça. Très bien, merci beaucoup M. Trevor Kalala. On chute avec notre dernière thématique. Il s'agit bien sûr de la rencontre entre les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que celui du Rwanda, Paul Kagame, ce dimanche 15 décembre 2024 à Luanda. Sans plus tarder, Maître Trevor Kalala, votre lecture, est-ce que le président, pour finaliser ce processus de Luanda, doit finalement échanger avec son homologue rwandais, question de finir cette problématique de l'agression dans la partie est de la RDC? Vous savez, il faut dire ici que nous sommes en guerre. Et la guerre est sur plusieurs dimensions. La guerre est opérationnelle, c'est sur le terrain. La guerre est diplomatique, la guerre est communicationnelle, la guerre est même spirituelle. Donc la guerre est sur plusieurs dimensions. Alors là, nous sommes au niveau de la guerre diplomatique. Vous comprendrez que depuis un temps, le Rwanda a l'habitude, même pas depuis un temps, depuis toujours, le Rwanda a l'habitude de se victimiser. Vous comprenez? C'est eux qui vous provoquent, mais ils vont dire que non, c'est pas moi, c'est lui. Alors, quand il y a de procédures de médiation comme ça, comme celle de Luanda, ne pas y aller, ça serait donner encore une raison au Rwanda. Il y a un principe en relation internationale qui dit ne jamais couper le contact même avec son ennemi. Vous voyez, Ukraine et Russie, ils sont en train de se battre, mais il y a une procédure de négociation qui est déjà en cours. Il y a des commissions de médiation. Mais eux, ils sont en train de se battre. Donc, le fait de nous battre sur terrain ne nous empêche pas de répondre aussi aux normes internationales. Donc, moi, je crois il sera important qu'enfin, comme le président lui-même avait dit, les jours qu'il sera en face de Kagame, il lui dira qu'il arrête ces crimes qu'il est en train de perpétrer. Donc, il faut quitter. Donc, je crois que c'est l'occasion. Il lui dira ça. Mais de l'autre côté, je crois que c'est bien, mais le plus important serait de renforcer notre force opérationnelle sur le terrain. Donc, il y a déjà un travail remarquable qui est fait, mais il faudrait encore aller donc, au-delà. Il n'y a pas de stratégie à négliger. Non, il n'y a pas de stratégie à négliger. Donc, on négocie et on se bat. Donc, on ne peut pas dire, nous, on va seulement se battre, on ne négocie pas. Non. Ou on négocie, seulement on ne se bat pas. Donc on se bat sur tous les fronts. Et sur le plan diplomatique. Et sur le plan... sécuritaire. Non. C'est quoi le terme? Opérationnel. Sur le plan communication et même sur le plan spirituel. Donc on se bat sur tous les fronts, rien n'est à négliger. Donc il serait important que le président parle avec Kagame pour qu'il lui dise en face qu'il laisse son pays tranquille et qu'il s'occupe de son pays. Mais est-ce que croyez-vous aussi à la sincérité de Paul Kagame? Non, je ne crois pas à la sincérité de Paul Kagame. Moi, je crois qu'il faut remplir cette formalité-là. Mais le plus important, comme je suis en train de le dire, c'est la guerre sur le terrain. La position opération, c'est celle-là qu'il faut accentuer. Mais j'ai lu un article ce matin, je crois que c'est du député Willy Michiki, je ne sais pas si vous l'avez aussi lu. Lui, il était en train carrément de conseiller au président de la République de ne pas s'y rendre parce que à chaque fois qu'il y a changement de régime aux États-Unis, selon son expérience, quand les démocrates quittent le pouvoir et que c'est les républicains qui prennent le pouvoir, il y a toujours une conséquence négative pour notre pays. Il a donné l'exemple de Lumumba, qui, quand les démocrates ont pris le pouvoir, en remplacement des républicains, Lumumba a été assassiné. Il a pris encore l'exemple de Bill Clinton, et c'était toujours au mois de janvier, lorsque Clinton quitte le pouvoir, et la veille, c'était l'assassinat de Mouzé Kabila. Alors, il a peur aussi de Tshisekedi, qui a un démocrate qui vient de quitter le pouvoir. C'est les républicains qui prennent le pouvoir. Est-ce qu'il n'y aura pas encore une autre
conséquences malheureuses pour la République du Congo. Là, c'est sa réflexion. Et il a dit que le président de la République, selon lui, il ne devait pas se rendre au Rwanda. Il a même donné l'exemple de Habyarimana, qui revenait d'un dialogue comme ça, en Tanzanie et tout. Et au retour, son avion a fait un crash. Et il estime que l'Angola peut jouer un rôle dans l'assassinat du président. C'est ce que lui a réfléchi. Et je crois qu'il est libre de réfléchir comme un citoyen congolais. Mais aussi, de l'autre côté, le président a toutes les manettes de la sécurité, les tableaux de tout ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il prendra le bon côté. Mais quant à ce qui me concerne, le président est assez mature. Il sait ce qu'il doit faire en garant de la nation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala, porte-parole de AADC. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Cette émission est pratiquement arrivée à la fin. Vous avez 1 minute pour une conclusion. Conclusion, c'est que carrément un mot de la fin. Je vous remercie d'abord pour l'invitation et aussi les téléspectateurs qui nous ont suivis. En conclusion, peuple congolais, il faut se tenir prêt. Ne vous laissez pas intimider, moins encore menacer. La constitution de 2018 que vous voyez aujourd'hui, vous ne la reverrez plus parce que nous allons la changer. Pourquoi la changer? Elle ne répond plus aux réalités de l'heure. Nous devons avoir une constitution qui répond aux réalités du moment. Notamment, nous devons supprimer plusieurs institutions qui sont budgétivores inutilement et prendre cet argent-là canalisé dans le projet de développement. Nous ne sommes pas venus accompagner les politiciens. C'est notre pays. Nous devons vivre, jouir de fruits de notre pays. Donc, cette constitution favorisera encore une fois de plus les développements et fera de sorte à ce que notre pays puisse aller encore dans une autre dimension, être respecté en dedans et en dehors pour votre honneur et respect. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Trésor Kalala. Cette émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique de CML13 Télévision ayant concouru à sa réalisation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'excellence et du professionnalisme CML13 Télévision. Merci pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous montrer à travers vos différentes réactions. Vous aviez été nombreux à vouloir que la chaîne refasse sur TNT, sur le bouquet Boussat. Et voilà, nous sommes là, nous allons continuer à vous servir avec amour, avec responsabilité et dignité. Merci également, on va dire, à la direction générale de CML13 Télévision. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML13 Télévision. Au revoir. Merci.